tout le monde a peur. Moi, personnellement, j'ai peur, pas de l'adversaire. J'ai peur de me décevoir moi-même et mes proches. Aujourd'hui, si t'es pas un champion d'une organisation majeure, genre Saladin, genre Lawson Keita, genre truc, ça va être compliqué de rentrer. On dit ouais, Hamza qui a attrapé sa cure, c'est salam alaikum, tu peux aller dormir. Je vais tout faire pour gagner. Et je sais que si je gagne, quand je vais gagner, Inch'Allah, ben, je sais que ma vie et la vie d'autour de moi, ça va changer. Ce sera plus jamais la même chose. Et c'est clairement mon état d'esprit. Je vais au Dana White Contenders pour performer et je vais à l'UFC pour performer. Tout déjà écrit, ce qui arrivera, arrivera. J'ai tout donné, j'ai fait ma prépa comme il fallait. Et je suis là pour dérouler et je vais dérouler. J'ai ma pensée, ma réalité. En face, ils ont leur pensée, leur réalité. S'ils ont accepté le combat, à mon avis, c'est qu'ils pensent le faire. Il y a une date, il y a un lieu, il y a une cage. Elle va se fermer le 12. Et puis on verra c'est quelle est la réalité la plus forte, c'est tout. Ilian Bofia, interview, Yessine. Salut Ilian, merci de nous recevoir. Ça va quoi? Ça va et toi? Tranquille. Merci de nous recevoir dans le cadre justement de ton combat au Dana White Contender Series. Potentiellement le premier Français à pouvoir gagner au Contender Series. Et actuellement, est-ce qu'on peut dire que tu es le Français le plus proche de signer à Le l'UFC? franco-algérien. Le franco-algérien le plus proche de signer à l'UFC. Sur papier, ouais, c'est factuel. Sur les papiers, ouais. Donc ça fait plaisir, ça met un peu de pression. De la bonne pression. Mais ouais, je le prends bien, je suis bien. On t'assimile à plein de personnes dans le milieu, notamment Aldric Cassata du Boxing Squad, et puis des gars de son équipe comme Virgil Hogan, Axel Sola, aussi Nassourdine Imavov que tu as accompagné plusieurs fois lors de ses combats, et également des combattants de renommée internationale tels que Khamzat Chimaev. Aujourd'hui, c'est quoi l'entourage d'Ilian Bouafia? C'est tellement de personnes. C'est tellement de personnes. En fait, j'ai plusieurs cercles. J'ai un grand cercle en vrai. Tu vois, je suis issu d'une famille de combattants, donc forcément, il y a mes frères qui m'accompagnent. J'ai un coach qui est tous les jours, tout le temps avec moi, Eli, qui revient franchement du Japon, de la Japan Top Team. C'était l'ancien coach de Kaya Sakura. Contre Pantoja, il fait la ceinture. Donc dès qu'il est rentré lui, du Japon, j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir le récupérer. C'est devenu mon head coach en route. Donc j'ai mes frères qui me donnent un coup de main, j'ai Aldric qui me donne un coup de main. Après, ensuite, quand tu vas un peu plus loin dans le cercle, il y a Nabil, il y a de la CDK, il y a Arnaud Templier, il y a Nassourdine Imavov, bien sûr. Il y a même Rodrigo Alamos qui parfois il m'a déjà aidé. Et puis tes frères, tout simplement. Ouais, il y a tellement de personnes. Mes frères, il y a même des gens de la boxe anglaise de l'équipe de France qui viennent, qui mettent les gants avec moi pour me. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne s'arrête vraiment pas au MMA. Ça ne s'arrête vraiment pas au MMA. Tellement de personnes. En fait, t'es encore super jeune, tu vois, t'as que 28 ans, t'as du temps devant toi. Mais quand on regarde ton CV en fait et ton expérience, t'as déjà tourné avec énormément de monde. Tu t'es entraîné dans énormément de pays, avec énormément de combattants de renommée internationale qui combattent parfois au plus haut niveau. On a mentionné Khamzat Chimaev juste avant. Qu'est-ce que tu vas chercher justement quand tu bouges à l'étranger? L'expérience. L'expérience parce que déjà depuis tout petit, je m'étais dit quand je serai grand, je vais voyager. Parce que je trouve pour moi que c'est l'une des meilleures des richesses. Le voyage, l'expérience, etc. Et puis ça me permet aussi de voir d'autres méthodes, de sentir d'autres choses. Forcément, quand je mets les gants avec des mecs super forts ici, Nassourdine, etc., c'est bien, mais en fait, je les connais et ils me connaissent. Donc, c'est pas la même chose. Tandis que quand je vais à Miami, à Cliff et qu'il y a un Robocop ou il y a un Brendan Allen en face de moi, là, c'est différent. Il me connaît pas, je le connais pas et c'est pas mon ami, je suis pas son ami. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas un combat non plus, mais c'est différent, ça n'a rien à voir. Et comme je te disais plus tôt, en France, je pense qu'on est à l'avance sur la partie P-point, boxe P-point. Mais on a quelques lacunes au sol et en lutte et en prépa-fi. Donc du coup, c'est intéressant de voir les méthodes, comment les gens font, essayer d'apprendre un maximum. Je viens vraiment en mode ventouse, tu vois. Je vais dans mon camp, je prends tout ce qu'il me faut et je le garde pour moi. Et après, je me le réinjecte. Et l'ensemble de tout ça concentré dans une même infrastructure, est-ce que c'est par exemple ce que tu étais allé chercher au All-Star Gym en Suède? Non, All-Star c'est différent. All-Star c'était différent parce que je voulais arrêter le MMA. J'ai fait un combat, c'était le Covid, c'était compliqué. Le MMA venait d'être légalisé, je crois, c'était 2021-2022. 2020. Ouais, donc 2020, moi je combat 2021. C'était le premier événement en France, moi, MMA GP. Et je me fais une grosse blessure. Je me dis, ouais, ça y est, tout ça va pas le faire, et tout blablabla, ça tourne en rond, etc. Et mon coach de l'époque, Walid,
C'était un ancien combattant et il avait fait plusieurs préparations au All-Star Gym et il avait des bonnes connexions avec les mecs là-bas, tu vois, Andreas, les coachs, etc. Donc du coup, il m'a dit, bah, moi je suis persuadé que tu as du talent, etc., que tu peux faire quelque chose. Je pense que ce serait un gâchis si tu arrêtes là maintenant. Va, essaye. Là-bas, c'est le top mondial. Et à l'époque, il y avait Khamzat, mais il y avait Sadi Boussi, il y avait Tarentil, il y avait Caio Borrallo, et il y avait tellement de gens forts. Donc du coup, je me suis dit, ben, va, et c'est le gratin mondial, donc tu verras vite si c'est fait pour toi ou pas. Donc j'ai dit, vas-y, ça marche. J'ai pris un billet qu'un aller, et j'ai dit, ouais, il y a moyen de dormir là-bas, etc. Il m'a dit, ouais, tu pourras dormir sur le tapis, pas de problème. Il y a un supermarché collé à la salle, donc du coup, j'allais. Je dormais dans la salle, je m'entraînais, je me lavais dans la salle, j'allais manger au supermarché à côté et je rentrais à la salle et je dormais. Et j'ai fait ça pendant genre 10 jours, 2 semaines. Et je me fais mal à l'épaule, donc je dois rentrer. Et je me dis, bon vas-y, je dis au coach, je dois rentrer et tout, je me suis fait mal à l'épaule, etc. Merci pour l'hospitalité, merci pour avoir pris soin de moi, etc. Et il me dit, ah tu pars, dommage et tout. Khamzat t'a demandé pour que tu puisses rester, etc. Et tout. Je dis quoi? Il me dit, ouais, Khamzat t'a demandé pour que tu puisses rester et tout. Je dis, ben, je vais voir quand je rentre et je te tiens au courant. Et puis, je suis rentré, le médecin m'a dit, oh, c'est vite fait, c'est une petite déchirure. Et puis, ça m'a pris 10 jours. Et je suis reparti, je suis parti pour 3 mois, 3-4 mois. Donc, en vrai, non, moi, je cherchais mon chemin, on va dire, là-bas. Je cherchais pas d'expérience, rien du tout, je cherchais vraiment mon chemin. C'était plus la vie. Donc c'est comme ça au final que tu rencontres et que tu deviens le sparring de Khamzat. J'allais te demander Voilà. s'il y avait un événement justement au cours de ta carrière, un peu comme une sorte de coup du destin, tu vois, qui avait marqué un tournant dans Ouais, ton c'est parcours. ça. Je pense que c'est ça. Ouais. Parce que j'avais vraiment pas l'intention de partir en Suède à la base. J'avais jamais entendu parler de la Suède. Ça faisait pas partie de mes projets, pas partie de mes plans. Et comme par hasard, en plus, Khamzat explose à ce moment-là. Il venait de battre Gilbert Burns. Ouais, il venait de battre Gilbert Burns, je me rappelle. Et donc, du coup, j'arrive juste après. Pour à la base Diaz, mais ça s'est terminé en Hollande. Donc, voilà. Et rapidement, parce qu'on va quand même rester concentré sur toi, je pense que ça peut intéresser les gens de savoir qu'est-ce qui est impressionnant justement chez Khamzat que toi, tu as pu voir justement que les gens ne voient pas. Ah, c'est toujours la même chose, hein, je vais me répéter. C'est sa discipline, c'est son acharnement, c'est son obsession pour la gagne et pour la victoire et la performance. Et après, du coup, bah, sa lutte. Il y a une lutte exceptionnelle, une ceinture exceptionnelle. Je disais, moi, en plus, quand on rigolait, on parlait tous ensemble, je disais, ouais, Khamzat, quand t'attrapes la ceinture, c'est salam alaikum, tu peux aller dormir. Et je disais ça à chaque fois, et lui, il rigolait, ça lui faisait rire, et même les gars, ça lui faisait rire, parce que c'est la vérité. Khamzat, t'as ta ceinture, c'est terminé. Donc voilà, sa lutte et son mindset, de croire en soi et de se dépasser à chaque entraînement. Il veut toujours gagner. En fait, il veut tout le temps gagner. On faisait des footings, il voulait gagner. On faisait des sprints, il voulait gagner. On faisait du tapis, il voulait gagner. Du jeté de poids, il voulait gagner. Il voulait gagner tout le temps. Ah, je comprends. Bah, c'est quelque chose qui est inspirant en même temps bien de sûr. voir tous les jours. Ouais, bien sûr. Et pour en revenir à toi, l'année dernière, tu combats à Hexagone, au Théâtre Antique d'Orange. Tu termines ton combat dès le premier round en à peine 2 minutes. Non, 1 minute. 1 minute, pardon. Et j'en reviens. Je crois même 57 secondes, je crois exactement. Mais bon, j'ai pas voulu faire le rabat. Et 1 minute. J'en reviens, on vérifiera. Mais Ouais, ça je marche, prends tu l'erreur. peux. Et dans l'interview d'après-combat, on t'entend dire il y a 3 ans, j'étais dans ma chambre à M. Aujourd'hui, je suis là, dans ce décor, c'est exceptionnel. Et peut-être que la prochaine fois, je serai à l'UFC. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel tu es, à l'approche de ton combat au Contender Series, c'est des mots qui résonnent et qui font plus sens aujourd'hui? Ben, tu sais qu'à ce moment-là, quand j'ai dit ça, je me rendais pas vraiment compte de mes paroles. En fait, j'ai la tête dans le guidon. Et moi, je fais partie de ceux qui s'entraînent toute l'année. Quand je m'entraîne pas pour un combat, quand je prépare pas un combat, je prépare quelqu'un pour un combat. Sauf pendant le ramadan, genre je coupe pendant 1 mois. Mais sinon, 11 mois sur 12, je suis la tête dans le guidon. Donc, j'ai pas eu ce recul de me lever la tête et de dire, bon, on est où là? Et puis, ça arrivait comme ça, soudainement. Et puis, c'était si soudain. Et en vrai, je m'en rends pas vraiment compte, je te mens pas. Je m'en rends pas vraiment compte. Souvent, je parle avec mes frères, etc. Ils me disaient, Ilian, tu te rends compte que là, ça y est, c'est sérieux. Tu vois, tu peux genre, vraiment changer ta vie, là. C'est le moment de changer ta vie. Je leur répète, je leur dis, ouais. Tu vois, je leur dis, ouais, c'est vrai, c'est le moment de changer ma vie et tout ça. Je leur dis ce qu'ils veulent entendre, mais en vrai, de vrai, tu vois, au fond de moi, je pense que je réalise pas. Et je pense que je vais réaliser une fois que la cage se fermera. Et pourtant, ça fait qu'1 an, mine de rien. Bah ouais, et en plus, ce qui est fou, c'est que à la sortie de ce combat, je sais pas si les gens le savent, mais à la sortie de ce combat, 2 semaines après, je suis en vacances à Ibiza, allongé sur un transat, et mon téléphone il sonne, et Mick il appelle Younes et il dit ouais, Ilian Bofia, c'est un de tes athlètes, etc.
Et il dit ouais. Il dit il est chaud pour faire le dernier Contenders? Il dit ben ouais, je vais lui demander. Il m'appelle, il me dit dernier Contenders, c'était t'es chaud? Je dis bah, bien sûr. Il me dit ouais, t'as 7 semaines, je crois. Je dis bien sûr que je suis chaud. Il me dit un gars, un striker, etc. Genre quand même prenable. Pas un tueur à gage, mais prenable. Et je dis bon bah vas-y, let's go, on y va. Genre de vacances là plutôt prévues et on commence la prépa. Et au final, ben, contractuellement, etc., c'était pas fait, c'était une galère. Et regarde le dessin, comment il est bien fait. Au final, je l'ai fait 1 an plus tard, avec un match beaucoup plus abordable pour moi, dans des meilleures conditions, avec plus d'expérience, plus de préparation, plus de maturité, plus de tout. Donc, là, c'est une bonne chose. On reviendra justement sur le match-up un peu plus tard dans l'interview. On pourra en discuter et puis tu nous diras justement ce que tu sais de lui. Tu as aussi parlé ce même jour, lors de ton combat à Hexagone, après le combat, de ton coach Walid, qui t'a récupéré voilà, à un certain âge et puis qui t'a apporté énormément de choses de là où tu viens, dans ta ville. Comment tu vois aujourd'hui tout le chemin parcouru? Ce matin, on était ensemble déjà. Puis tu m'expliquais qu'en fait, tu faisais ta prépa sur une piste pour les Contender Series, sur la même piste sur laquelle, justement, tu as passé ton brevet et ton bac. Ouais. Comment tu vois tout le chemin parcouru aujourd'hui? Bah, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est compliqué parce que je te dis, vraiment, la vie, là, ça va vite. Quand j'étais petit et que les gens ils me disaient, ouais, ma mère ou mes oncles me disaient, ouais, le temps, il va vite passer, donc profite et fais les choses correctement. Genre, moi, j'écoutais, mais je dis, vas-y. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et je ne m'en rends pas compte. Enfin, hier, j'avais 22, et avant-hier, j'avais 18 et ainsi de suite. Donc, je peux être que reconnaissant. J'ai la santé, c'est le plus important. Parce que, tu as vu, le sport, c'est bien, c'est important, etc. Mais le plus important, c'est la vie. Je suis bien entouré, je vis des beaux moments, je kiffe avec mes frères, je kiffe avec ma mère. Tellement de bonnes choses m'arrivent en ce moment, alhamdoulilah. Donc, du coup, le sport, c'est important, mais ce n'est pas une fin en soi. Je donnerai tout. Hein. Ce que je dis là, c'est pas en mode genre je gagne, je perds, je m'en fous. Non, je vais tout faire pour gagner. Et je sais que si je gagne, et quand je vais gagner même, je te rajoute, quand je vais gagner, Inch'Allah, ben, je sais que ma vie et la vie d'autour de moi, ça va changer. Ce ne sera plus jamais la même chose. Mais, cependant, ce n'est pas une fin en soi. Parce qu'en vrai, moi, quand je me suis vu et que j'ai commencé ce sport et tous les efforts que je fais, c'est pas pour gagner les Diamond Contenders. Je m'en fous de gagner les Diamond Contenders, en vrai. Je gagne les Diamond Contenders, je rentre à l'UFC et quoi? Je suis un combattant de l'UFC, pas lambda, mais en vrai, tu vois, il y en a plein des combattants de l'UFC. Surtout en France. Il y en a de plus en plus maintenant. Ça devient de plus en plus difficile de rentrer à l'UFC, certes, oui, c'est un accomplissement en soi et tout, mais c'est pas la fin du chemin. C'est pas la fin de mon chemin, en tout cas, c'est pas la fin que je veux moi. C'est performer. Je l'avais dit dans mon premier combat à Arès, chez RMC d'ailleurs, avec le mec avec ses lunettes là. Alexander Herbinet. Non, l'autre, avec ses lunettes de soleil. Sacha. J'avais dit à Sacha, ouais, moi, pour aller à l'UFC, j'ai pas envie d'aller à l'UFC pour faire de la figuration, j'ai envie d'aller à l'UFC pour performer. Et c'est clairement mon état d'esprit. Je veux aller à la World Contenders pour performer et je vais à l'UFC pour performer. En tout cas, c'est une bonne mentalité, surtout que là, cette fois, c'est une prépa qui est faite à la maison, chez toi, à M, dans ta salle, en famille. Pourquoi ce choix et en quoi c'est différent d'habitude? Parce qu'il me semble que c'est la première fois que tu fais une prépa complète chez toi. Qu'est-ce qui est différent d'habitude? Ben, en vrai, avant, j'étais pas assez égoïste et je pensais trop aux autres. Et du coup, pour le combat de mes 2 derniers combats à Arès, il y a le combat de Nassourdine contre Adesanya et le combat de Nassourdine contre Dolidze, qui se talonnaient de 2 semaines. Donc, du coup, je me disais que c'était pas déconnant, en fin de compte, de faire leur prépa et puis enchaîner derrière moi, faire les ajustements et combattre. Donc, du coup, c'était pas autour de moi, ça tournait autour de Nassourdine. Un autre combat, c'était la préparation de Khamzat, mon 2e combat. Donc, du coup, j'ai fait toute la préparation de Khamzat à la fin, je suis rentré. J'ai fait mon combat plus une Fashion Week derrière. En vrai, j'ai jamais eu de prépa où ça regardait que moi et j'étais au centre de la prépa. Jamais de la vie. Et là, c'est la première fois. C'est un détail, mais attends, parce que quand tu dis Fashion Week, parce que là, les gens, je pense qu'ils savent pas forcément qu'est-ce que tu as fait à la Fashion Week. J'ai fait à Défilé Burberry, j'ai fait la Fashion Week. Genre, j'ai combattu du samedi, du dimanche matin, j'ai fait la Fashion Week. Samedi soir, j'ai combattu, dimanche matin, j'ai fait la Fashion Week. Là, tu le dis comme si c'était banal, mais normalement, pour faire la Fashion Week en tant que mannequin, déjà, il faut être sûr d'avoir le visage. Bah, vas-y, bon, avec plaisir. Je suis avec Khamzat. On est en prépa, etc. Il y a un mec qui s'appelle Bambi. C'est un gars du One, du pied-point. Bampara Kouyaté, ouais. C'est un pote à moi, bref, on se connaît. Et il me dit, ouais, mon agent et tout ça, il a kiffé sur Ilian, etc. Et tout, est-ce qu'il est chaud de faire du mannequinat? Moi, je suis en Suède, sur le tapis, en train de dormir sur le tapis.
Et j'ai mon iPad, etc. Et il dit, ouais, faut qu'il envoie des photos de lui et tout. Et j'appelle Felipe Lima, aujourd'hui qu'à l'UFC. Je dis à Felipe, ouais, prends le truc, l'iPad, prends-moi en photo, s'il te plaît, comme ça j'envoie, clac, clac, clac. Et je crois qu'il est 1h du matin, 2h du matin dans la salle, dans le gym. Et puis, tac, je lui envoie. Moi, je me suis dit, vas-y, c'est rien, ça. Ça amène à rien. Donc, je dors. 2-3 jours plus tard, je reçois un message sur WhatsApp, plus 44, donc c'est le Royaume-Uni. Ouais. Et je dis, ouais, salut et tout ça, nanani, nanana, c'est le truc de Burberry. Je dis, quoi? Je dis, mais non, c'est une blague. Ouais, est-ce que tu es disponible pour venir maintenant faire des essayages et tout? Je dis, mais non, c'est pas possible. Et pour Il me dit, venir oui, où, là? À Londres. Ok. Donc, je dis, ok. Donc, je me dis, vas-y, ça marche et tout. Et nous, on devait partir avec Vegas bientôt. Je me dis, vas-y, faut que je fasse un aller-retour en vif. Je dis à Hamza, t'as pas besoin de moi ce week-end-là, de samedi, dimanche. Moi, je peux partir, je fais samedi, dimanche, lundi. Il me dit, non, c'est tout, c'est bon, tu peux partir. Je dis, vas-y, c'est tout. Je prends l'avion, je fais Stockholm, Bruxelles, j'arrive chez moi et je fais Lille-Londres en train, première fois. Ça se passe bien et tout, ils aiment bien, etc. Je me dis, mais non, je suis dans c'est une blague. Je marche, etc. Et tout ça, c'est un truc que j'ai pas l'habitude de faire. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et quoi, moi là-bas, je vois toutes les stars, les Irina Shayk, tout ça, là, tous les mannequins, Je me dis, mais c'est pas possible. Donc moi, je repars à Lille. Après, je repars à Stockholm, donc du coup, c'est 3 jours. Il me dit, Hamza, il se moque de moi. Il dit, ouais, Burberry, m'appelle Burberry. Et je dis, mais non, et tout, à mon avis, ça va pas le faire, etc. Et tout. On part à Vegas, ça se passe bien, etc. 2 semaines plus tard, il dit quoi? C'est Ricardo, le mec de Burberry de l'époque. Il me dit, ouais, c'est bon, t'es pris et tout. Mais c'est chaud parce que j'ai vu sur les réseaux, t'as un combat et tout. Je dis, ouais, j'ai un combat, mais tu sais, ça peut se négocier et tout, blablabla. Il me dit, ouais, ça va être mort, etc. Je pense pas que tu vas pouvoir faire le combat et tout. Je dis, ouais, non, pas de problème, je ne ferai pas le combat. Je dis, moi, c'est important pour moi la mode, c'est un nouveau monde, je veux découvrir, etc. Mais moi, dans ma tête, je sais. Je dis, mais t'es malade ou quoi? Ça fait 2 mois que je fais une préparation, je suis en train de souffrir, régime, etc. Tu crois que je vais pas combattre? Donc, je dis rien. On me prend mes billets et tout ça, nanani, nanana. Et bam, la tête, elle tombe. Je vois, c'est juste après mon combat, un jour après. Je dis, oh là là, ça va être compliqué. Je dis, bon, vas-y, c'est tout, hein, je vais, et après je combat, et si je viens avec des cocards, bah, je viens avec des cocards, et puis c'est tout, et je rigole, tu vois. Je vais, je combats. Le mec, genre, je l'éteins rapide, genre en 2 minutes, un truc comme ça, 2-3 minutes. Pas de coup, rien, clean, alhamdoulilah, je me dis au top. Le lendemain matin, je me réveille, 7h30, je prends l'Eurostar, Londres, j'arrive, comme ça, tout ça. Il dit, ah, on a vu finalement, t'as combattu. Je dis, ouais. Je dis, ouais. Il dit, oui, t'as pas pris de coup et tout ça. Je dis, non, j'ai pas pris de coup. Je dis, ouais, voilà. Et du coup, 24 heures après, j'étais en train de défiler avec les plus grandes stars mondiales. En plus, c'était la dernière de Ricardo Tisci. Ricardo Tisci, genre, c'est un créateur genre de ouf dans le monde de la mode. Et genre, c'était sa dernière pour Burberry, donc il a appelé genre tous les gros modèles, genre, je sais pas, je connais pas les noms, mais tous les gros modèles. Et donc, du coup, moi, j'étais là avec eux, je marchais avec mon petit costume. Anecdote d'un combattant le samedi soir, mannequin le dimanche à la Fashion Week à Londres, fallait le faire. Là, c'était ça. Fallait le faire. Exactement. Sans prendre un seul coup. Hein. Ouais, j'ai pas pris un coup. Sans prendre un seul coup. Ouais. Et bah, justement, pour en revenir au côté sportif, comment ça se passe pour ceux qui ne savent pas? Est-ce que tu peux expliquer globalement, dans les grandes lignes, comment ça se passe un camp d'entraînement? Qu'est-ce qui change des périodes hors prépa, si on peut les qualifier comme ça? Toi, on sait que tu t'entraînes toute l'année, mais qu'est-ce qui va changer justement quand tu t'approches du combat? Ben, en vrai, moi, je pense que tu progresses pas vraiment dans une prépa pour un combat. Je pense que tu progresses hors combat. Enfin, hors prépa, du coup. Parce que tu travailles sur un game plan bien précis. Tu affûtes tes armes, tu travailles sur tes points forts. Et en vrai, tu n'apprends rien de nouveau. Enfin, plus ou moins rien de nouveau. Donc, du coup, c'est différent dans l'intensité, dans l'intention, dans le stress aussi, parce que tu sais que ton échéance, elle arrive, tu as une date. La date, c'est là, et à cette date-là, tu dois te pointer et tu dois être prêt. Il y a le régime, et ça, je te dis, c'est une grosse différence, le régime. S'entraîner sur régime, c'est dur pour surtout ceux qui perdent beaucoup de poids. Donc voilà, c'est ça, je pense, les différences notables. Mais il y a quelque chose aussi qui te différencie de la plupart des combattants, c'est que beaucoup basent leur préparation justement sur leur adversaire, en fonction de leur adversaire. Toi, tu fais partie d'une autre école. Toi, tu dis que justement, tu vas bosser sur tes points forts et justement sur tes lacunes. En fait, tu bosses sur toi, tu te concentres sur toi Ouais. plutôt que sur ton adversaire. Alors que la plupart des gens font l'inverse. Bah attention, c'est pas, il faut le prendre avec des pincettes, ce que je veux dire. C'est pas arrogant, etc. Je suis absolument pas dans ce délire-là. Mais en termes de match-up, tant que je me considère sur le papier plus fort que mon adversaire, je travaillerai sur mes points forts à moi.
Si jamais un jour j'ai un combat et je me dis, ah, c'est chaud 50-50 ou 55-45 ou 40-60 pour lui, etc., à ce moment-là, je travaillerai sur lui et dire, attention, là, je vais devoir un truc à lutteur ou le sol ou peu importe. Mais tant que je me considère et je me trouve, et autour de moi, c'est pas un avis de moi, c'est global, qu'on se trouve l'équipe plus fort qu'en face, bah, on travaillera sur nos points forts. C'est comme ça que tu peux être plus efficace. Khamzat, tu penses qu'il fait quoi? Bah, Khamzat, tout le monde le sait, il bosse sur sa lutte, il bosse sur son point fort. Hein. Et ça marche? Bah, jusqu'ici, ça marche. Donc voilà. Saladin, il fait quoi? Saladin fait du Saladin. Il fait ce point fort. Caisse, boxe, il enchaîne, il déroule. Saladin travaille sur ses points forts. Donc voilà. Et quand tu rentres dans la cage, au moment où tu montes les escaliers, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Je me souviens que tu avais dit une phrase aussi, tu avais dit, bah, quand je suis là, en fait, je me dis, bon, bah, de toute manière, j'ai plus le choix, je suis là. Bah, ça dépend là, dans le mood dans lequel je suis, dans la partie de ma vie dans laquelle je suis. En vrai, tout le monde a peur. Moi, personnellement, j'ai peur, pas de l'adversaire, j'ai peur de me décevoir moi-même et mes proches. Parce que tu vois, là, ça fait 12 semaines ou 10 semaines que mes frères, par exemple Maïtin, qui se lève tous les matins, qui vient courir avec moi, qui vient, il s'en prend plein la gueule en sparring, qui vient, qui court. C'est pas évident. Qui essaie de faire les régimes, qui essaie de regarder, il regarde des 1 heure, 2 heures de visionnage de mon adversaire par jour pour essayer de l'imiter parfaitement, etc. Donc même lui, ça génère du stress. Mes frères aussi, ça leur génère du stress. Donc je peux pas, moi, échouer. Parce que moi, si j'échoue, ben, quelque part, même s'ils vont dire non, Ilian, et tout, on est fiers de toi, on s'en fout du résultat, je sais que quelque part, il y aura une déception. Donc, la peur, elle est là, la peur de décevoir. Et moi, j'ai vraiment un lien très fort avec mes frères. Donc, du coup, la peur, elle est là, tu vois, de les décevoir. Moi, en vrai, je sais que en relativisant, je me dis, vas-y, dans une semaine, tout le monde a oublié, c'est un autre. En plus, à l'UFC Paris 2 semaines après, vas-y, tout le monde a oublié. Mais non, impossible. Est-ce que justement, cette peur de décevoir, c'est aussi ce qui fait qu'on te voit expressif quand tu gagnes? Parce qu'on sait que tu mets aussi beaucoup d'efforts dans ton travail au quotidien. Je me souviens justement même d'une interview après combat où tu finis ton adversaire très très rapidement, où le temps que le speaker donne le résultat, que l'arbitre te lève les bras et que tu rejoignes le journaliste pour l'interview, tu n'avais même pas pensé à retirer ton protège-dents. Ouais. Est-ce que c'est justement tout ce que ça englobe, justement tout ton entourage, tout le travail fourni qui fait que tout ça explose à la fin quand il y a le résultat? Ben, moi, je fais ce sport. Enfin non, je fais pas ce sport pour ça, mais je pense que c'est la meilleure des sensations dans le MMA. C'est la victoire. C'est le court laps de temps, les 2 minutes après que l'arbitre ait fait ça, tu vois. Cette sensation, tous les commentaires vont te le dire, cette sensation de là à quand il te lève ta main, c'est indescriptible. C'est vraiment indescriptible. C'est-à-dire que même monnayer cette sensation, tu ne pourrais pas. C'est vraiment indescriptible. Et c'est ce moment-là que je recherche et que je vais venir chercher là-bas à Las Vegas le 12 août. Inch'Allah, donc voilà. C'est pour ça. Aujourd'hui, du coup, tu vas combattre au Contender Series. Déjà, est-ce que tu peux expliquer très grossièrement ce que c'est que les Contender Series? Les Contender Series, c'est une organisation qui fait partie de l'UFC, mais qui appartient à Dana White à 100%. Il n'y a pas de groupe Zuffa, il n'y a pas de groupe TKO, il n'y a rien du tout. Ça permet de rentrer à l'UFC directement. Après, si tu gagnes, tu n'as qu'un seul combat à faire. Si tu gagnes, tu rentres à l'UFC, mais ça ne te garantit pas l'accès directement à l'UFC. C'est vraiment de gagner et d'impressionner Dana White. Et les matchmakers, du coup. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui gagnent leur combat à chaque fois et puis qui ne sont pas forcément signés. Ils te rappellent, non. Ouais, bien sûr. Ça arrive, souvent. Donc, il faut arriver, faire la meilleure performance de ta vie. Et c'est ton moment. Et voilà. Hein. En fait, clairement, aujourd'hui, c'est l'une des, si ce n'est la principale. C'est la principale. Porte d'entrée à la l'UFC. principale. Aujourd'hui, si tu n'es pas un champion d'une organisation majeure, genre Saladin, genre Lawson Keita, genre truc, ça va être compliqué de rentrer. Regarde, ils ont signé qui? C'était un état Ruchala qui était intérimaire, champion au KS, Rainer de Rieder au One. Il y a eu. En Europe, je ne parle pas au monde. Hein. Il y a eu. Ouais, non, je te parle en Europe, je parle en français. Ouais, donc, en Europe. En Europe. En Europe, aujourd'hui, pour un Européen, c'est très très compliqué de rentrer à l'UFC. Bah, regarde, il y a l'UFC Paris au moment où on est en train d'enregistrer cette interview. L'UFC Paris, justement, début septembre. 0 signature. Et il y aura 0 signature. Beaucoup attendaient des Français, de nouveaux Français. Au final, c'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles signatures. Bien sûr. À part sur un short notice,
Et ça arrive souvent. Mais sinon, les portes de l'UFC, pour qu'elles s'ouvrent, si tu veux pas faire les Dana White Contenders, il faut être une star ailleurs, tu vois. Et puis ça reste une porte d'entrée. Ça reste une porte d'entrée aussi qui a vu passer des anciens, voire des actuels champions. Mais oui. Jacques Della Maddalena, champion des 77 kilos actuellement, passé par les Contender Series. Jamal Hill, ancien champion des 93, passé par les Contender Series. Sean O'Malley, superstar, ancien champion des 61 kilos, passé par les Contender Series aussi. Exactement. Non, c'est Dana White Contenders. Et ça va devenir, à mon avis, de plus en plus gros au fur et à mesure où les années passent. Je pense, c'est mon avis. Je pense que ça va vraiment devenir la principale. Alors, limite, je pense que ils sont capables de faire une orga Dana White Contenders ou un truc du genre. Je suis sûr. Et ça se passe à terme, comment? pas maintenant, hein, mais je pense. Genre une Ligue 2 de l'UFC ou un truc du genre, tu vois. Et ça se passe comment aujourd'hui pour justement pouvoir combattre, être appelé à combattre au Dana White Contender Series? Est-ce que ça se passe comme l'UFC? Est-ce qu'il y a des matchmakers, tu reçois un coup de fil ou est-ce que on te place? Non, c'est ça, c'est les matchmakers de l'UFC. Nous, personnellement, c'était Mick qui nous a contacté, Mick Ménard, le matchmaker de l'UFC pour les 84. Bref, je ne sais plus les catégories, mais en tout cas 84. Il a contacté Younes une fois, déjà l'année d'avant, et là cette année c'est pareil. Il nous propose un match-up, on dit oui ou on dit non. Il nous dit une date, il nous envoie un contrat. Le contrat, c'est un contrat Dana White Contenders UFC, c'est le même contrat. Les infrastructures, c'est l'UFC. Quand tu vas la semaine de la Fight Week, tu t'entraînes au PI, donc tu croises des mecs de l'UFC. Ouais, ça se passe à l'Apex. Ça se passe à l'Apex, à l'UFC, donc ouais. Et d'ailleurs, c'est une succursale de l'UFC. Et quand j'y pense, c'est vrai que tu disais justement avoir été appelé déjà l'année dernière pour les Contender Series. Ça n'a pas pu se faire pour certaines raisons. L'année suivante, donc là, tu es rappelé. Ça témoigne quelque part d'un certain intérêt quand même pour toi, de la part de l'organisation. J'ai pas envie de me jeter de fleurs ou etc. Ou jeter l'œil. De toute façon, tout est déjà écrit, ce qui arrivera, arrivera. J'ai tout donné, j'ai fait ma prépa comme il fallait. Et je suis là pour dérouler et je vais dérouler. Inch'Allah. Mais je pense qu'il y a un intérêt sincère envers moi dans le sens où, t'as vu, je suis un Français, etc. Ils n'ont qu'un intérêt de me mettre par exemple main event de la première semaine des Dana White Contender Series. Tu vois. Et pourtant, tu l'es. Surtout sur un match-up où c'est même pas un Américain, enfin c'est un Brésilien. Si c'est un Américain à la rigueur, j'aurais dit ouais, c'est pour l'Américain. Mais là, c'est un Brésilien. Et qui est, tu sais pas, c'est pas il a déjà perdu, je crois, il y a 7-2-1. Ouais, c'est pas un invaincu, c'est pas un, tu vois. Il est vieux en plus, je crois, enfin il est plus vieux que moi, il a 31 ou 32. Donc voilà, je pense qu'ils essaient de me pousser. Donc on verra ce que ça va donner. Comment tu vois ce match-up là? Tu affrontes du coup un Brésilien qui s'appelle Nimias Santana. Je sais pas si je le prononce bien. On s'en fout. On s'en fout. En main event du coup du premier événement des Contender Series de 2025. Qu'est-ce que tu sais de ton adversaire? Est-ce que tu l'as étudié? Ouais. Moi, je prends du temps à regarder mon adversaire parce que sinon, ça commence à me rentrer dans une matrice trop tôt dans la prépa et ça commence à me stresser trop tôt et c'est pas bon. Mes frères autour, ils le font, mon coach le fait, tout le monde le fait autour. Il y a tellement de personnes qui l'ont visionné en plus, je te jure. Tu veux savoir quoi, ce que je pense de lui? Ce que tu penses de ton adversaire, ouais. Est-ce que pour ceux par exemple qui regarderont cette interview et qui ne savent pas du tout qui tu affrontes. J'aime pas faire ça parce que tu vois, ça reste quand même un sport, il doit y avoir du respect, etc. Et j'ai pas envie de transmettre une image qui est fausse. Et tu vois, les Français sont très borderline, genre en mode ils se la pètent ou genre il y a une grande bouche. T'as peur que si tu C'est même pas une peur. C'est en mode j'ai même pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Ouais, okay. Moi, je pense quelque chose. J'ai ma pensée, ma réalité. En face, ils ont leur pensée, leur réalité. S'ils ont accepté le combat, à mon avis, c'est qu'ils pensent le faire. Moi, je pense le faire aussi. Il y a une date, il y a un lieu, il y a une cage. Elle va se fermer le 12. Et puis, on verra c'est quelle la réalité la plus forte. C'est tout. Je peux te dire ce que je veux monter au ciel. Peu importe lui aussi, il peut faire ce qu'il veut à la peser, me pousser, coller sa tête. Tu vas mourir ou je sais pas quoi. Au final, le 12, la cage elle va se fermer. Et il y aura un victoire, il y aura un vainqueur et un perdant. Et puis c'est tout. Et on verra. Dans ce cas-là, alors la question que je vais te poser justement, c'est à quoi les fans, les gars qui vont regarder ce combat le 12 août sur RMC Sport peuvent s'attendre justement? Forcément du spectacle, je suis un striker. Donc forcément, et en face aussi c'est un striker. Donc forcément il y aura des coups échangés. Moi je suis plutôt un styliste, lui c'est plutôt un brawler. Donc c'est contreur contre attaquant. Donc on verra. Donc ouais, il y aura du spectacle. Je conseille d'allumer sa télé à 1h ou 2h du matin ici. Ouais, c'est ça, c'est à partir d'1h du matin. Ah voilà. Donc d'allumer ta télé à 1h du matin de la nuit à mardi à mercredi.
Et peut-être que tu vas assister à l'histoire, parce que c'est un bout d'histoire en vrai. Tu vois, C'est un bout d'histoire. premier franco-algérien gagné au Dana Contenders, a gagné au Dana Contenders, un Français de plus à l'UFC, et pourquoi pas un Français de plus sur la carte de l'UFC Paris. Et si, Et alors tu là, vois, je tu vois. voulais pas te lancer là-dessus, mais Non, mais pourquoi pas, non, mais voilà, c'est sur le feu en tout cas. Donc voilà. c'est quelque chose auquel tu penses? Bien sûr, bien sûr. L'UFC Paris, j'étais l'année dernière au premier rang avec, je me rappelle, Soeb, mon frère et Damien Lapillus. Et je regardais comme ça. Et je dis, les gars, l'année prochaine, je suis là. Et je l'ai en vidéo en plus. C'est-à-dire que je pourrais le montrer après le combat. Je le mettrai sur mes réseaux. Inch'Allah, si ça se passe bien pour moi. Et je dis, ouais, l'année prochaine, je suis là. Donc voilà, ce serait une belle histoire quand même. Ça serait une belle histoire. Il y a quoi, 3-4 semaines entre ton combat 2 et semaines et l'UFC demie. Paris? 2 semaines et demie. Ouais, 2 semaines et demie. On est prêt à le faire. Ouais, bien sûr. Inch'Allah, moi, je suis prêt pour tout. Tu le vois bien dans mes yeux. J'allais te demander comment tu voyais la suite justement après ton combat au Dana White Contender Series. Je pense que la réponse elle est là. Ouais, et après, je me marie, je me mets en off et il faut que je m'embête. Sur cette belle nouvelle, je pense qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup, Ilian, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, mon frère. Et on a hâte de te voir performer Merci, en tout cas. Inch'Allah, merci. Moi, j'ai vu, en tout cas, j'ai assisté à la prépa ce matin. J'ai assisté au deuxième entraînement cet après-midi. Qu'est-ce que t'en penses? De ce que je vois, en tout cas, t'es prêt.